Le premier exercice nous demande de considérer une formule f et de calculer la hauteur et la longueur de f, puis de donner sa table de vérité, de faire quelques substitutions dans f. Donc nous allons commencer par la première question qui nous demande de calculer la hauteur et la longueur de f. Donc f est égal à A et non B, implique C implique non C ou non B. Alors la longueur, c'est le nombre de symboles différents de parenthèses qui constituent f. Donc le nombre de symboles différents des parenthèses qui constituent f. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, nous avons 12 symboles différents des parenthèses, donc de variables propositionnelles ou d'opérateurs, de connecteurs logiques, qui constituent f. Donc on peut déjà marquer ici longueur 12. Ensuite, la hauteur. Donc pour faire la hauteur, on part des variables propositionnelles qui constituent f, donc A, B et C. Et on va construire petit à petit les différentes briques qui constituent f. Donc on voit déjà qu'on a ABC, donc on a déjà quelques briques, puisque on a par exemple besoin de A, on a besoin de C, et voilà. Maintenant, donc ça c'est tout ce que l'on obtient à l'étape 0. À l'étape 1, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle f indice 1, et ça c'était f indice 0. Donc dans f indice 1, on peut commencer à construire non B et non C à partir de B et C. Donc non B et non C. On ne peut construire aucune autre brique de base utile à f, puisque à l'étage 1, aucun des éléments que l'on a besoin pour faire une brique plus évoluée ne sont disponibles à l'étage précédent. Donc par exemple, je ne peux pas encore construire à l'étage 1 cette brique A et non B, puisque à l'étage 1, je viens de construire non B, donc je dois attendre l'étage 2 pour pouvoir construire A et non B. Donc on peut faire maintenant l'étage 2. Donc à l'étage 2, on va pouvoir construire, comme dit précédemment, A et non B. Voilà. On va pouvoir construire aussi non C ou non B. Et c'est à peu près tout. À l'étage 3, donc les éléments de F3, on va pouvoir construire cette grande brique maintenant, qui est disponible, puisqu'on vient de construire non C ou non B. Mais on ne peut pas construire toute la formule F, puisque on vient de construire l'une des briques de F. Donc on va pouvoir construire ça et ça ensemble, et avoir du C implique non C ou non B. Et enfin l'étage 4, F4. Nous pouvons assembler ces deux briques, les connecter avec une application, et on obtiendra la formule F. Donc la formule F a une longueur 12 et elle a une hauteur de 4. Alors on peut utiliser un algorithme vu dans les TD afin de vérifier cette hauteur. Pour ce faire, on va d'abord recopier F. Ah, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est pas grave, on va la recopier. Donc A et non B. On va la mettre bien au centre.
D'abord, je vais la recopier telle qu'elle est donnée dans le TD. Et j'ai bien deux parenthèses fermantes à la fin, c'est bon. Alors, avant de lancer cet algorithme, il faut se rappeler que quand on construit l'ensemble des formules f1,n, f1,n à chaque fois, c'est on prend deux formules de f1,n-1, donc g et h, et on les combine avec un opérateur alpha, et on met une parenthèse autour. Voilà, tel que g appartient à f1,n-1, h aussi, et alpha est un connecteur binaire. Ou, aussi, on prend un g de f1,n-1, on met une négation devant, et on met aussi une parenthèse autour. Donc j'attire votre attention sur cette définition, puisque ici, notre formule n'est pas vraiment conforme, entre guillemets. Alors, elle est correcte, elle est bien écrite, mais elle n'est pas conforme à la vision que l'on a généralement quand on construit cet ensemble de formules. Alors, elle n'est pas conforme parce qu'on a retiré des parenthèses superflues, et pour faire tourner l'algorithme qui va nous intéresser, il faut rajouter ces parenthèses superflues. Donc, dès que l'on a un opérateur, comme un et ou un implique, on vérifiera que l'on a bien les parenthèses autour de cet opérateur. Et dès que l'on aura une négation, on vérifiera aussi que l'on aura des parenthèses après cette négation. Alors, nous allons donc ici, on va mettre beaucoup de couleurs pour bien illustrer à quel opérateur appartient quelle parenthèse. Donc ici, on a un et autour, on va mettre des parenthèses ici, puisque ce sont les parenthèses qui vont correspondre à l'opérateur et. À l'intérieur du et, nous avons une négation. Donc nous allons rajouter les parenthèses de la négation de B. Donc voilà déjà une parenthèse identifiée, donc les parenthèses ici du et que j'ai mis en valeur avec un bleu, et les parenthèses de la négation. Alors ensuite nous avons une implication, et l'implication se rend compte en fait que l'on n'a pas les parenthèses autour de cette implication, donc on va les rajouter ici, et certainement ici. Voilà. Ensuite, nous avons de nouveau encore une implication ici, qui elle a sa parenthèse. Donc on va identifier sa parenthèse. On va pouvoir prendre du rouge ici. Encore une implication avec les parenthèses de l'implication. À gauche de l'implication, nous avons la variable propositionnelle C. Et à droite, nous avons un bloc avec un OU et sa parenthèse. Donc on va dessiner le OU et ses parenthèses. Voilà. Et enfin, à l'intérieur, nous avons des négations. Donc, un non, C. Et ensuite, bon, bah, il me reste du jaune. Un non, B. Voilà donc là tous les symboles et les parenthèses rajoutés et qui correspondent à ces symboles. Donc il faut, pour pouvoir utiliser l'algorithme que je vais décrire, bien rajouter les parenthèses dites superflues, donc les parenthèses après les négations, et les parenthèses de chaque opérateur. Il ne faut pas par contre ajouter plus de parenthèses, par exemple, il ne faut pas faire ça. Ça, ce sont vraiment des parenthèses superflues, elles ne correspondent à aucun opérateur, je n'en ai pas besoin, et elles fausseraient le résultat de mon algorithme. Donc il faut rajouter, non pas vraiment comme j'ai dit, les parenthèses superflues, mais les parenthèses de chaque opérateur. Une fois que l'on a ça, on va compter, on va utiliser une petite variable score, S, qui commencera à 0. Et à chaque fois que on va scanner notre formule symbole à symbole en partant de la gauche vers la droite, donc on va la scanner dans ce sens. À chaque fois que l'on verra une parenthèse ouvrante, on rajoutera 1 à notre score. À chaque fois que l'on verra une parenthèse fermante, on retirera 1 à notre score. Donc ici, notre score est à 1. Ici, il est à 2. Je ne vais pas mettre des plus devant. On va juste mettre la valeur du score. Donc ici, il est à 2. Ici, il est à 3.
Ici, il descend, il est à 1, à 2, pardon, et ici, il redescend, il est à 1. Ici, il est à 2, ici, il est à 3, ici, il est à 4, ici, j'ai une parenthèse fermante, il redescend à 3, ici, il remonte à 4, et puis une parenthèse fermante, il redescend à 3, une parenthèse fermante, la verte, il redescend à 2, une parenthèse fermante, la rouge, il redescend à 1, une parenthèse fermante, la orange, il redescend à 0. Donc déjà, pour vérifier que la formule est correcte, enfin ça ne nous permet pas d'être sûr qu'elle est correcte, mais déjà, toute formule correcte doit, selon cet algorithme, suivre la règle suivante, c'est que le score à l'issue du scan complet de la formule doit arriver à 0. Donc on doit avoir autant de parenthèses fermantes que de parenthèses ouvrantes. Il doit aussi être tout le temps positif. Et ce qui va nous intéresser, c'est la valeur maximale qu'a pris ce score. Ici, le score n'a pris comme valeur maximale 4. Donc cela signifie que la hauteur de notre formule est 4. Et c'est conforme au résultat trouvé précédemment en construisant les différentes sous-formules constituant f. Donc on est assez confiant sur la réponse de la hauteur 4. Voilà. Je réécris de nouveau f, cette fois-ci sans les parenthèses en trop. Donc oh, je vais même plutôt copier ça. Et le coller ici. Et on me demande de faire une table de vérité de f. Donc c'est la question 2. Une table de vérité de f. Donc la table de vérité de f va avoir déjà 3 premières colonnes qui dénoteront les variables propositionnelles qui constituent f, donc a, b et c. Puis je vais faire des colonnes qui correspondent à des sous-formules ou des ensembles, des briques, des sous-formules de f. Alors on peut vraiment faire dans le détail, c'est-à-dire si l'on souhaite faire une colonne non c, une colonne non b, puis faire une colonne non C ou non B, puis une colonne C implique non C ou non B, et enfin la colonne A et non B, et enfin la colonne F. On autorisera aussi, si vous le souhaitez, que certaines colonnes n'apparaissent pas. Par exemple, on aurait pu accepter que les colonnes non C et non B n'apparaissent pas, d'avoir directement non C ou non B. Voilà, c'est à vous de juger quelles sont les colonnes dont vous pouvez vous passer et si vous êtes confortable, donc si vous êtes à l'aise avec l'étape de vérité, donc vous pouvez comme ça gagner un peu de temps. Mais sachez que alors ça a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que vous risquez de faire des erreurs de calcul parce qu'il vous manquera des colonnes. L'avantage, c'est que plus vous passez de temps sur une table de vérité, donc plus vous faites de colonnes, plus vous vous fatiguez. Et quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, votre cerveau manque d'attention et vous allez commencer à faire des erreurs. Donc essayez de garder vos tables de vérité, si possible, courtes, compactes, pour éviter justement de faire des erreurs. Alors ici, on va compter donc le nombre de variables propositionnelles que l'on a. On en a 3. Donc ça veut dire que en plus de cette ligne d'en-tête, notre table de vérité aura 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 lignes. Donc on va pouvoir dessiner ces 8 lignes. Ligne. Alors dans un devoir, on s'attend à ce que vous traciez vos tables de vérité à la règle, mais dans un partiel où vous êtes en temps limité, essayez de faire des traits à main levée le plus droit possible pour ne pas perdre trop de temps. Voilà.
Ensuite, le remplissage de la table de vérité se fait toujours de la même façon. On prend la colonne, alors d'ailleurs, ici, pour bien présenter la table, on peut faire une double ligne pour séparer les variables propositionnelles des sous-formules. Voilà. Donc, on prend la dernière colonne qui représente une variable propositionnelle. Donc ici, la dernière colonne, c'est celle de C. Et on la remplit de 0 et de 1 en alternant et en commençant par 0. Donc je remplis 0 et 1 en alternant. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour la colonne B, sauf que cette fois-ci, je vais remplir de 0 et de 1. Cette fois-ci, non pas en alternant toutes les lignes, mais toutes les deux lignes. Donc je mets 2 0, puis de 1, puis de 0, puis de 1. Et enfin, pour la première colonne, je vais faire pareil, sauf que je vais alterner toutes les 4 lignes. Donc 4 0, 4 1. À chaque fois, je multiplie par 2 ma période, entre guillemets, de changement. Si j'avais une quatrième colonne, j'aurais écrit 8 0, puis 8 1, etc., etc. Maintenant que j'ai bien rempli ma table et qu'elle est plutôt bien structurée, je peux remplir mes colonnes. Donc non C, ce sera une alternance de 0 et de 1, mais inversée par rapport à C. Donc, voilà. Non B, pareil, une alternance de 0 et de 1, mais inversée par rapport à B. Donc non C ou non B, j'ai un OU. Or, le OU est plus souvent vrai que faux. Mon but ici, c'est d'en faire le moins possible. Donc comme le OU est plus souvent, en général, vrai que faux, je vais m'intéresser à quand est-ce que cette sous-formule, donc ce OU, est faux. J'en aurai le moins possible à remplir. Donc pour qu'il soit faux, il faut que les deux membres soient eux-mêmes faux. Donc je vais m'intéresser aux lignes où non C et non B sont tous les deux faux. J'en ai une ici, donc là mon OU est faux. Et j'en ai une ici, donc là mon OU est faux. Le reste du temps, je peux mettre des 1 puisque je sais qu'un des deux membres est vrai. Maintenant, je vais m'intéresser à l'implication. Donc l'implication est plus souvent, euh, fausse, est plus souvent vraie que fausse. Donc je vais m'intéresser aux lignes où elle est fausse. Pour qu'une implication soit fausse, il faut que le membre de gauche soit vrai et que le membre de droite soit faux. Donc le vrai implique le faux, c'est faux. Donc je vais regarder toutes les lignes où C est vrai, donc celle-ci, ce n'est pas très compliqué. Les lignes où C est vrai, je sais que c'est une alternance comme ceci. J'ai marqué d'une croix les lignes où C est vrai, et je vais maintenant regarder pour chacune de ces lignes si j'ai non C ou non B qui est faux. Et il est bien faux ici, donc là mon application est fausse, et il est bien faux là, mon application est fausse. Le reste du temps, mon application est vraie. D'ailleurs, je me suis trompé, excusez-moi, je reviens en arrière. Donc je vais m'intéresser à toutes les lignes où C est faux, où C est vrai. Donc c'est ici, ici, ici et ici. Et pour chacune de ces lignes, je vais regarder si l'implication, si le OU est faux. Donc le OU est faux ici. Donc j'ai ici mon application qui est fausse. Et le OU est faux aussi ici, alors que le C est vrai, donc mon application est fausse. Pour toutes les autres lignes, mon application est vraie. Voilà. Voilà. Alors maintenant, on va s'intéresser à A et non B. C'est un et, donc le et est plus souvent faux que vrai. Je vais donc m'intéresser aux lignes où
A et non B est vrai, pour en faire le moins possible. Alors pour que A et non B soient vrais, il faut que A soit vrai et que B soit faux. Donc que non B soit vrai. Donc A est vrai, c'est uniquement sur les 4 dernières lignes. Sur ces 4 dernières lignes, ce sont les 2 premières où B se trouve faux. Donc ici, j'ai mon et qui est vrai. Pour tout le reste, il est faux. Enfin, je peux remplir la toute dernière colonne, celle de F, et je vais regarder donc ce que donne l'implication de cette colonne implique cette colonne. Donc ici, donc je vais regarder une application. L'application, comme dit précédemment, est plus souvent vraie que fausse. Je vais donc m'intéresser aux lignes où elle est fausse. Pour qu'elle soit fausse, il faut que A et non B soient vraies. Donc c'est cette ligne-là et cette ligne-là. Et il faut que C, enfin tout le membre de droite, donc C implique non C ou non B, soit faux. Et dans ce cas-là, sur ces deux lignes, j'ai toujours C implique non C ou non B qui est vrai. Donc sur les deux lignes que j'avais marquées, oups, pardon, F est vrai. Et pour le reste des lignes, F est vrai aussi, puisque le membre de gauche, A et non B, est faux. Et le faux peut impliquer le vrai ou le faux, ça reste vrai. Voilà, donc F est une tautologie. F est toujours vrai, quelles que soient les distributions de valeurs de vérité que l'on donne aux variables propositionnelles qui constituent F, c'est-à-dire A, B et C. On peut passer à la dernière question, donc une substitution. On va récupérer la valeur de F que l'on a normalement toujours dans le presse-papier, ainsi que la valeur de G qui est A et non C. Puis, on nous demande de calculer F, G/A, A/C. G substitue A, puis A substitue C. Donc ici, pour calculer cela, on va d'abord calculer pour cette formule F où G substitue A. Donc on prend F, et chaque occurrence de A est remplacée par G, ce qui nous donne G et non B, implique C implique non C ou non B. Voilà pour la première substitution. Ensuite, deuxième étape, il faudra dans cette formule remplacer tous les C par des A. Néanmoins, il faut avant remplacer G par son expression, A énoncé, puisque les C que G va apporter dans la nouvelle formule F, dans cette nouvelle formule, donc F où G est remplacé, où A est remplacé par G, donc cette formule, pour plus de simplicité, nommons-la F'. Donc nous allons remplacer G par son expression, A énoncé. Voilà, la partie droite n'a pas de G, donc nous n'avons qu'à recopier ces éléments. Et voilà. Et maintenant, on est prêt pour faire la deuxième substitution, qui est donc, comme on a marqué ici, il faut faire d'abord la première, puis la deuxième substitution. Donc, on aura F avec A substitué par G, puis C substitué par A, qui sera égal, eh bien, on reprend la formule de F', et partout où l'on a A, on le remplace par C. On a donc C et non C, et non B, implique, donc C implique non C ou non B.
Alors pour l'histoire, si on regarde bien ça, c'est toujours faux. Ce qui fait que tout ça est faux. Et ce qui fait que l'implication complète est vraie. Voilà. Donc c'était quelque chose auquel on s'attendait, hein, puisque f est une tautologie. On pourra faire autant de substitutions qu'on veut, ça restera donc une tautologie. Alors voilà donc en tout cas ce qu'on vous demandait, c'était cette expression. Ensuite, on nous demande de faire f ACGA, donc la même chose mais dans l'autre sens. Donc pas exactement la même chose. On va récupérer ça. Donc on va commencer par faire f ou a substitue c. Et donc on va remplacer dans f toutes les occurrences de c par a. Donc on aura a et non b implique a implique non a ou non b. Voilà. Ensuite, on va pouvoir calculer à partir de f où a substitue c et on pourra substituer où on pourra faire une substitution de tous les a par des g. On aura donc g et non b implique g implique non g ou non b. Le résultat est le suivant. A et non C et non B implique A et non C implique non A et non C ou non B. Donc voilà le premier jet que nous avions, le deuxième et le troisième. Voilà donc pour F où A se substitue à C puis G se substitue à A. On voit que la forme est très différente de F où G se substitue à A puis A se substitue à C. On s'y attendait, la substitution n'a aucune raison d'être commutative. Enfin, on veut avoir F où G se substitue à A et A se substitue à C en même temps. Donc cette expression, alors je vais surligner peut-être pour plus de facilité de relecture les réponses. Voilà une première réponse et ici une deuxième réponse. Pour la fin, on aura donc F où G se substitue à A et en même temps A se substitue à C. Eh bien, dès que l'on croisera un A dans la formule originelle, on le remplacera par un G. Dès que l'on croisera un C, on le remplacera par un A, mais ce A qui remplace un C ne sera pas lui-même remplacé par un G. Contrairement à dans cette formule où les A remplacés par, plutôt dans cette formule où les A remplacés par des C étaient ensuite substitués par des G. Donc ici, on aura donc, G et non B implique, donc C est remplacé par A implique, le non C est remplacé par non A, et la substitution est terminée. On peut maintenant remplacer G par son expression A et non C, et on obtient
A et non C, et non B implique A implique non A ou non B. Voilà la troisième expression que l'on souhaitait obtenir. Et l'on voit bien que faire les choses en même temps, c'est-à-dire remplacer A par G et C par A en même temps, ne donne pas la même chose que de le faire l'un après l'autre. Ni là, ni ici. Voilà. Donc voilà qui conclut le premier exercice.